Il existe des règles que tout motard connaît. Porter son casque, utiliser ses clignotants, garder la moto bien droite. Mais il y a aussi celles dont personne ne parle, les règles secrètes. Celles qu'on n'apprend qu'après des années de selle ou après une grosse erreur payée cher. Ce ne sont pas de simples lois obscures enfouies dans un code de la route, mais bien un savoir réel, transmis de bouche à oreille entre motards chevronnés aux stations-service, dans les garages ou lors des haltes sur la route. Ce sont des astuces qui peuvent vous faire économiser de l'argent, vous éviter des blessures et donner l'impression que vous savez vraiment ce que vous faites là dehors. Aujourd'hui, je vais lever le voile et partager les règles de moto dont personne ne parle, mais que chaque motard avisé devrait connaître. Commençons par la première. La règle du « regarde 2 fois sauve une vie » s'applique aussi à vous. Beaucoup de motards connaissent ce slogan, souvent collé sur des pare-chocs de voitures ou mis en avant dans des campagnes de prévention pour rappeler aux automobilistes de vérifier la présence de motos. Mais voilà, cette règle ne s'adresse pas seulement aux autres, elle nous concerne tout autant, voire plus. Trop de motards pensent être visibles parce que leur phare est allumé ou parce qu'ils portent un gilet fluo. Mauvaise nouvelle, les automobilistes ne vous voient toujours pas. Pas parce qu'ils sont méchants ou aveugles, mais parce que le cerveau humain est câblé pour repérer les menaces de la taille d'une voiture. Une silhouette fine et rapide n'est pas toujours enregistrée par un simple coup d'œil. Même s'ils vous regardent, il est possible qu'ils ne perçoivent pas que vous arrivez. Cela signifie que c'est à vous de regarder 2 fois à chaque intersection, chaque rond-point, chaque SUV qui tourne à gauche. Vous devez anticiper qu'on puisse vous couper la route sans vous voir, même si vous êtes prioritaire. Est-ce juste? Non. Est-ce intelligent? Absolument. Regarder 2 fois ne concerne pas seulement les autres. Cela signifie scanner en permanence votre environnement. Vérifiez vos rétros plus souvent que vous ne pensez devoir le faire. Jetez un coup d'œil à vos angles morts. Surveillez cette voiture douteuse qui s'avance un peu trop à la sortie d'une rue. Et toujours vous gardez une voie de sortie. Les meilleurs motards ne sont pas les plus rapides ou les plus voyants. Ce sont ceux qu'on a presque l'impression de ne pas voir, parce qu'ils savent rester invisibles la plupart du temps. Alors oui, regarde 2 fois, sauve une vie, est un excellent conseil. Mais n'oubliez pas qu'il s'applique aussi à celui qui porte le casque. Passons à la règle numéro 2, la règle tacite du roulage en groupe, savoir où est sa place. Les balades en groupe peuvent être parmi les meilleures expériences à moto, mais elles peuvent aussi tourner à la catastrophe, si vous ne connaissez pas les règles silencieuses qui permettent que tout se passe bien. La plus importante, savoir exactement où vous devez vous placer dans le groupe. Chaque motard expérimenté sait que la tête du cortège n'est pas un poste pour frimer, mais pour ceux qui savent vraiment ce qu'ils font. Le leader et le serre-fil ne sont pas là uniquement pour rouler, mais aussi pour gérer le rythme, assurer la sécurité et réagir face aux imprévus. Si vous êtes débutant, peu sûr de vous, ou que vous manquez encore de confiance, ne vous mettez pas au milieu en essayant de suivre à tout prix. C'est exactement comme ça que surviennent les accidents. Une sortie en groupe a un rythme qui n'est écrit nulle part, mais qui repose sur l'espacement, la formation, la communication. La formation en quinconce n'est pas juste esthétique. Elle donne à chacun l'espace nécessaire pour réagir. Si vous collez celui de devant ou que vous zigzaguez de gauche à droite pour avoir l'air cool, vous ne faites pas seulement mauvaise impression, vous mettez les autres en danger. Et voici l'autre aspect. Si vous vous retrouvez distancé ou séparé du groupe, ne paniquez pas. Le groupe doit avoir prévu un plan. Si le NY en a pas, c'est un mauvais signe. Avant même de démarrer vos motos, il faut toujours se mettre d'accord sur l'itinéraire, les arrêts essence et la conduite à tenir si quelqu'un se perd. C'est ça, rouler en adulte dans un groupe. Trop de nouveaux motards pensent qu'une sortie de groupe est une course ou une démonstration. Ce n'est pas le cas, c'est un effort collectif. Et si vous ne connaissez pas votre rôle ou que vous ne respectez pas le rythme, vous devenez la raison pour laquelle certains finissent par ne plus participer aux balades en groupe. Passons à la règle numéro 3. Le positionnement sur la voie n'a rien à voir avec le style. Voilà quelque chose que les débutants n'entendent jamais assez. Votre placement dans la voie n'est pas une question d'attitude ou d'allure agressive, ni de coller à la ligne jaune, comme si vous étiez Valentino Rossi dans les embouteillages. C'est une question de survie. Chaque voie de circulation a en réalité 3 positions possibles, à gauche, au centre et à droite. L'endroit où vous devez rouler dépend uniquement du trafic, de la visibilité et des conditions de la route autour de vous. Et pourtant, beaucoup de motards choisissent une position et s'y collent comme s'il s'agissait d'une règle immuable, souvent le centre. Mauvaise idée, car c'est là que s'accumulent les résidus d'huile, de liquide de refroidissement et de graisse laissés par les voitures. Si vous roulez au centre par temps de pluie et que vous sentez votre moto glisser sans raison, il y a de grandes chances que vous veniez de passer sur une traînée de saleté glissante dégagée par une dizaine de véhicules avant vous. Pas très rassurant quand vous penchez dans un virage. En revanche, rouler sur les traces de pneus gauche ou droite vous offre une meilleure adhérence, une visibilité accrue pour les automobilistes et souvent une voie d'échappement plus rapide. Par exemple, si vous suivez un camion en vous plaçant sur la trace de pneu gauche, vous pouvez jeter un œil devant pour anticiper. Si vous êtes sur la trace de pneu droite, vous êtes plus visible pour les véhicules qui s'insèrent depuis les rues latérales. Tout est une question de situation.
Voilà la règle secrète. Le positionnement sur la voie est dynamique. Il change toutes les quelques secondes en fonction de ce qui se passe autour de vous. Vous devez constamment vous adapter. Ceux qui restent figés sur une seule trajectoire parce que c'est comme ça qu'on leur a appris, passent complètement à côté de l'essentiel. Ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de réaction à la réalité. Passons à la règle numéro 4. Votre casque a une durée de vie, même s'il semble intact. Cette règle est sans cesse ignorée, parfois même tournée en dérision, jusqu'au jour où quelqu'un goûte l'asphalte et se demande pourquoi son casque de confiance n'a pas fait son boulot. La vérité, c'est qu'un casque a bel et bien une durée de vie. Et non, ce n'est pas une excuse marketing inventée par les fabricants pour vous en vendre un autre. La plupart des marques de casques, mais surtout les organismes de sécurité comme le SNEL ou le DOT, recommandent de remplacer son casque tous les 5 ans. Pas seulement parce que l'extérieur peut se ternir ou se rayer, mais surtout parce que la mousse intérieure, celle qui absorbe l'énergie en cas de choc, se dégrade avec le temps. Les rayons UV, la transpiration, la chaleur et même le simple fait de rester entreposé dans votre garage finissent par l'user. Et ne parlons même pas des casques tombés au sol. Beaucoup se disent « ce n'était pas un gros choc » ou « il est tombé sur l'herbe », mais un casque est conçu pour encaisser un seul impact. Si vous l'avez laissé tomber assez fort pour entendre un bruit sourd, il y a de grandes chances qu'il soit fragilisé. Et la prochaine fois que vous en aurez réellement besoin, il pourrait bien ne pas vous protéger comme vous l'imaginez. Autre point souvent négligé, porter un casque à la mauvaise taille est tout aussi dangereux qu'en utiliser un vieux. Votre casque doit être bien ajusté, presque un peu trop serré. S'il bouge quand vous secouez la tête, ou si vous pouvez le retirer même avec la jugulaire attachée, c'est la mauvaise taille. Et si vous avez acheté un casque d'occasion, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est comme acheter des sous-vêtements usagés dans un vide-grenier, à éviter absolument. La règle secrète ici est simple. Un casque est un équipement à usage unique et limité dans le temps. Ce n'est pas éternel. Respectez-le, remplacez-le quand il le faut, et il vous rendra l'appareil le jour où vous en aurez vraiment besoin. Passons à la règle numéro 5, le coup d'œil à la station-service. Vérifiez votre moto quand vous faites le plein. Voilà un secret que les motards expérimentés connaissent par instinct, mais que personne n'enseigne vraiment. La station-service est votre point de contrôle d'entretien. Je ne dis pas qu'il faut amener une boîte à outils complète à chaque ravitaillement, mais pendant que le réservoir se remplit, vous avez environ 60 secondes pour détecter des problèmes qui pourraient gâcher votre journée ou endommager votre machine. Commencez par faire un tour rapide de la moto. Cherchez des traces d'huile fraîche au sol, signe possible d'un joint qui fuit ou d'un bouchon de vidange desserré, voire pire. Ensuite, jetez un œil à vos pneus. Pas seulement à la bande de roulement, mais aussi aux flancs. Cherchez des fissures, des clous ou des zones plates. Inspectez rapidement la chaîne aussi. Est-elle sèche, détendue, encrassée? Ces quelques secondes suffisent à savoir si votre prochaine sortie sera tranquille ou si elle risque de se terminer par une chaîne cassée sur l'autoroute. Pensez aussi à vérifier vos durites de frein. La moindre trace d'humidité près des étriers ou du maître-cylindre est un signal d'alerte. Profitez-en pour actionner les leviers et les pédales. Ressentez si quelque chose cloche. Mieux vaut le découvrir à l'arrêt qu'à 110 km/h. Il est facile de tomber dans une routine où l'on ne remarque les problèmes que lorsqu'ils deviennent critiques. Mais transformer la station-service en point d'inspection rapide vous permet de garder une longueur d'avance. Cela ne demande aucun effort. Vous êtes déjà arrêté, déjà à côté de la moto, alors pourquoi ne pas en profiter comme le font les motards expérimentés et rendre ce moment utile? Cette petite habitude a permis d'économiser des milliers d'euros en réparation et probablement sauver quelques vies. Faites le plein de votre réservoir, mais faites aussi le plein de vigilance. Observez, soyez attentifs, écoutez, vérifiez. C'est votre assurance de 60 secondes. Passons à la règle numéro 6. Vous pouvez dire non à un essai, et vous devriez. Beaucoup de motards ressentent une sorte de pression lorsqu'un ami, ou même un inconnu leur demande « Hey, je peux faire un petit tour avec ta moto ?» comme si refuser était impoli, pas cool, ou montrer un manque de confiance. Mais voici une règle que tous les motards aguerris connaissent. Si quelqu'un vous demande d'essayer votre moto, et que vous n'êtes ne serait-ce qu'un peu mal à l'aise avec ça, la réponse est non. Point final. Une moto, ce n'est pas comme une voiture, c'est personnel. Vous l'avez réglé à votre morphologie, votre poids, vos préférences, commandes, embrayage, sensibilité de l'accélérateur, tout est ajusté pour vous. Confiez vos clés à quelqu'un d'autre et il risque de caler, de la faire tomber ou pire de se planter. Et devinez qui est responsable? Vous. Même s'il signe un bout de papier griffonné. Je ferai attention, ça ne vaut rien quand votre moto est en morceaux et que quelqu'un est à l'hôpital. Et c'est encore pire si la personne n'a pas de permis moto, pas d'assurance ou percute quelqu'un d'autre. Là, c'est un cauchemar juridique assuré. Alors oui, je comprends. Peut-être que c'est un ami qui envisage d'acheter une moto et veut essayer la vôtre. Ou un motard rencontré à un rassemblement qui rêve depuis toujours de tester ce modèle. Peu importe. Si vous ne voulez pas que quelqu'un monte sur votre moto, vous ne devez rien à personne. Donner les clés ne fait pas de vous quelqu'un de généreux, mais de naïf, parce que si ça tourne mal, vous perdez votre moto, et potentiellement bien plus. La règle secrète ici est simple.
Protégez votre moto comme si c'était votre colonne vertébrale, car une mauvaise sortie peut briser les deux. C'est parfaitement normal de dire non. Les vrais motards ne seront pas vexés si vous refusez, et s'ils le sont, c'est justement une raison de plus pour ne pas leur donner les clés. Passons à la règle numéro 7. Le jeu de chaîne n'est pas une simple suggestion. Beaucoup de motards jettent un coup d'œil à leur chaîne, voient qu'elle ne traîne pas par terre et pensent que tout va bien. Mais voilà quelque chose qu'on ne vous dit presque jamais. La tension de chaîne est une mesure précise, et elle a bien plus d'importance qu'on ne le croit. Chaque moto a une valeur de jeu de chaîne recommandée, généralement entre 20 et 30 mm selon le modèle. Ce léger jeu n'est pas là par hasard. En roulant, votre suspension arrière se comprime, ce qui tend naturellement la chaîne. Si elle est déjà trop tendue au départ, chaque bosse, chaque mouvement d'enfoncement dans la selle, exerce une contrainte énorme sur vos pignons, votre sortie de boîte, et la chaîne elle-même. À la longue, cela peut provoquer une rupture de chaîne ou endommager la transmission. J'ai vu des motos avec des joints de sortie de boîte exploser uniquement parce que le propriétaire n'avait pas laissé assez de marge à sa chaîne. A l'inverse, une chaîne trop lâche n'est pas mieux. Elle va fouetter contre le bras oscillant, sauter des dents sous charge et donner une sensation de commande DAC, scélérateur molle. Vos pignons s'useront aussi bien plus vite. Sans parler du fait que c'est le signe évident d'un entretien négligé. Voici une bonne astuce. Vérifiez le jeu de chaîne quand la moto est en charge, c'est-à-dire avec vous dessus, équipé et prêt à rouler. C'est dans cette position qu'elle est la plus tendue. La plupart des gens vérifient la tension sur la béquille latérale, ce qui ne tient pas compte de la compression de la suspension, et finissent par trop la tendre. Morale de l'histoire, respectez le jeu de chaîne. Ce n'est pas seulement une question de confort ou de performance, c'est avant tout une question de longévité et de sécurité. Lisez votre manuel, mesurez correctement et arrêtez de deviner. Passons à la règle numéro 8. Ne faites pas confiance à votre jauge à essence comme si c'était une vérité absolue. Beaucoup de gens venant de l'automobile pensent que la jauge de carburant d'une moto est aussi fiable que celle d'une voiture. Mauvaise nouvelle. Sur de nombreuses motos, surtout les modèles anciens ou d'entrée de gamme, cette jauge est tout sauf précise. Elle peut fluctuer de manière aléatoire, comme sous caféine, et si vous vous y fiez aveuglément, vous finirez à pousser une machine de 200 kg sur la bande d'arrêt d'urgence en vous demandant ce qui a bien pu se passer. Certaines motos n'ont même pas de jauge, juste un réservoir avec une réserve et une vanne. Et même avec un affichage digital, rien ne garantit sa fiabilité. J'ai roulé sur des machines où le dernier trait restait affiché une éternité, vous laissant croire que vous aviez de la marge. Puis soudain, plus rien. D'autres descendent à une vitesse folle dès la moitié du réservoir. Quant aux estimations de type autonomie restante, elles sont calculées selon votre conduite récente et, sauf si vous roulez à vitesse constante sur terrain plat, elles sont aussi fiables qu'une promesse électorale. Voici ce que font les vrais motards. Ils suivent leur kilométrage. Remettez le compteur partiel à 0 à chaque plein. Apprenez combien de kilomètres votre moto peut parcourir avec un réservoir complet, 120, 180 ou plus, et anticipez en conséquence. C'est ce type de vigilance qui évite de finir bloqué, au milieu de nulle part. Apprenez aussi à reconnaître les signes de manque d'essence sans écran, des hésitations à l'accélération, des ratés à haut régime, ou un moteur qui cale quand vous penchez fort dans un virage. Ça peut vouloir dire que vous roulez sur les vapeurs. Faites confiance à la machine, pas à la jauge. Les habitudes à l'ancienne sauvent encore les motards d'aujourd'hui. Passons à la règle numéro 9. Les pneus froids ne sont pas qu'un problème de circuit. Demandez à la plupart des motards de route ce qu'ils savent sur les pneus froids, et vous entendrez probablement parler de course ou de journée sur circuit. Il faut les chauffer avant d'attaquer. C'est vrai, mais ce n'est pas réservé aux pilotes. Les pneus froids sont un vrai problème sur route, surtout quand les températures baissent ou quand votre moto est restée à l'arrêt un certain temps. Les pneus sont conçus pour fonctionner de manière optimale dans une plage de température précise, qui garantit l'adhérence maximale, une tenue de route prévisible et un freinage efficace. Lorsqu'ils sont froids, le caoutchouc est plus dur, plus rigide et adhère beaucoup moins. C'est comme essayer de courir en patin à glace. Vous pouvez rester debout, mais au premier appui trop fort, vous partez en glissade. Ce que la plupart des motards ignorent, c'est le temps nécessaire pour réellement chauffer leurs pneus. Se contenter de rouler quelques rues ou pâtés de maison ne suffit pas. Il faut 10 à 15 minutes de conduite régulière pour approcher la bonne température. Cela veut dire pas de virage agressif, pas de freinage brusque, et encore moins de démonstration de style dans les premiers kilomètres. Et ce n'est pas seulement un problème d'hiver. Même en été, si votre moto a dormi toute la nuit dans le garage ou sous un arbre, vos premières minutes sur la route doivent être prudentes. Pneus froids plus bitume froid, ça donne zéro adhérence. Donc oui, les couvertures chauffantes et la pression des pneus comptent sur piste. Mais les motards intelligents savent qu'il faut y aller doucement au début de chaque sortie. Les premiers kilomètres ne sont pas faits pour battre un record d'angle. Gardez les acrobaties pour plus tard, une fois vos pneus prêts. Passons à la règle numéro 10. Coupe-circuit d'abord, clé ensuite.
C'est une petite habitude, mais elle en dit long sur la relation que vous entretenez avec votre moto. Utilisez le coupe-circuit pour arrêter le moteur puis tourner la clé. Certains motards se contentent toujours de la clé, et même si ce n'est pas dramatique, cela peut causer plus de problèmes qu'on ne l'imagine. La plupart des motos modernes sont conçues pour être arrêtées avec le coupe-circuit. Il coupe l'allumage tout en respectant la séquence normale d'arrêt des systèmes électriques. C'est particulièrement important sur les motos à injection ou équipées d'accessoires électriques. Couper directement le contact peut provoquer de petits dysfonctionnements, des arrêts incomplets de l'ECU, ou même vider la batterie si vous oubliez un élément resté allumé. Et en cas d'urgence, votre mémoire musculaire doit savoir immédiatement où se trouve ce coupe-circuit. Si vous ne l'utilisez jamais, vous n'aurez pas le réflexe instinctif d'y aller quand la situation se complique, et ce petit délai peut faire la différence entre un simple frisson et un accident grave. Donc oui, c'est un détail, mais comme souvent à moto, ce sont les petites habitudes qui comptent. Utilisez le coupe-circuit, puis la clé. Voilà pourquoi ces règles ne figurent pas toujours dans les manuels. La plupart viennent de l'expérience réelle, celle qu'on gagne à la dure, pas celle qu'on lit une fois sur Google avant d'oublier. Mais maintenant vous avez un avantage. Ces règles discrètes, cette sagesse de la route, ce sont elles qui distinguent un vrai motard d'un type qui vient d'acheter sa première moto le week-end dernier. Et si ne serait-ce qu'une seule de ces règles vous a fait dire « Ah, je ne savais pas », alors mission accomplie. À présent c'est à vous. Quelles règles à moto suivez-vous mais dont personne ne parle jamais? Peut-être une leçon apprise dans la douleur. Partagez-la pour aider le prochain motard. Et pendant que vous y êtes, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, car d'autres conseils clairs et sans fioritures arrivent bientôt. Roulez intelligemment, roulez prudemment, et surtout, gardez toujours le caoutchouc vers le bas.